Hein. Donc, bonjour à vous. Là, c'est notre troisième entretien. Donc, cette fois-ci, entretien avec des membres du collectif Némésis. Donc, Elena et Alice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. On va attaquer d'emblée. Vous êtes une association assez récente. Quand et comment est né le collectif Némésis ? Le collectif Némésis, alors il est vraiment né finalement dans nos têtes en août dernier, en août 2019. Au début, on était un groupe d'amis, on se rencontrait régulièrement, enfin on se voyait pour boire des verres, quoi, comme tout le monde. Et en fait, on s'était rendu compte que nos discussions tournaient souvent autour des problèmes d'immigration, des problèmes de féminisme, de problèmes que toute femme en fait rencontre aujourd'hui dans sa vie quotidienne, toute femme qu'elle soit parisienne ou dans des villes de province. Et on ne se sentait pas du tout représenté par les mouvements féministes actuels. On trouvait qu'il y avait une omerta sur beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de sujets qu'elle ne voulait pas aborder, mais que nous on vivait et on se disait mais comment des mouvements censés nous représenter, censés représenter la moitié de la population française ne veulent pas parler de ça. Enfin, ils se demandaient si c'était nous le problème ou elle. On a fini par se rendre compte que c'était plus la société en règle générale le problème, enfin le système tel qu'il est actuellement. Le jour en août dernier où une jeune femme s'est faite violer à Nantes par un migrant dans son jardin. Et personne n'en a entendu, enfin personne n'en a parlé, les féministes évidemment pas du tout, motus. Et les seuls médias qui en ont parlé, c'était Ouest France et des médias alternatifs comme Vraies Infos par exemple. Et Ouest France, quand ils en ont parlé, c'était un article calomnieux en disant oui mais vous comprenez les conditions d'hébergement des migrants aujourd'hui, etc. Et c'était plus du tout sur le viol de la jeune femme, c'était au final sur les conditions d'accueil des migrants. Donc moi ça m'avait mis hors de moi. Et même moi, c'était depuis avant, la goutte d'eau était bordée depuis Cologne en fait. Aussi, les viols du 30. Et aussi pour Rotterdam et Telfort, je ne comprends pas comment les féministes ont pu se taire à ce sujet-là. Surtout des féministes comme Mademoiselle.com qui n'en ont pas dit un mot dessus, alors que sur d'autres sujets, elles s'acharnent et tout, elles sont limite hystériques. Mais là, quand il s'agit de ça, silence radio. Donc c'est ça qui vous différencie beaucoup de la plupart des associations féministes, ou on peut appeler ça néo-féministes ou féministes 2.0, 3.0 comme on veut. Gauchistes. Oui, éventuellement. C'est-à-dire que vous appuyez beaucoup sur le spectre des agressions physiques, alors qu'elles parlent plus d'autres choses, ou alors elles sont beaucoup plus évasives sur ces agressions, c'est-à-dire qu'elles sont capables de dire que ce sont principalement des hommes, et vous êtes capable de dire ce sont principalement de telle ou telle origine, par exemple, c'est ça ? Ouais. Est-ce que vous avez des statistiques vite fait qui corroborent un petit peu votre vision ? Alors, les statistiques ethniques sont interdites en France, malheureusement. Je pense qu'on aura de bonnes surprises. Mais alors, nous, on s'est basé sur notre vécu, notre expérience. On n'est pas des scientifiques, on n'est pas... Voilà. Donc, on s'est basé sur ça d'abord en disant, il y a quand même un problème. Il y a les pays frontaliers comme l'Allemagne, l'Italie qui ont fait des statistiques ethniques justement et qui montrent en effet qu'il y a certaines populations, souvent maghrébines ou d'Afrique subsaharienne, qui sont surreprésentées en tout cas dans tout ce qui est violence, agression, etc., harcèlement. Et puis alors après, nous on avait un chiffre, c'était... l'Observatoire des violences faites aux femmes. 52% des viols en Ile-de-France sont commis par des étrangers. C'est l'Observatoire national des réponses pénales. C'est très précis ça. Ouais. Et qui expliquait qu'en effet 52% des viols en Ile-de-France étaient commis par des personnes d'origines étrangères sur 600 personnes. Un chiffre qui a été repris par le Parisien. D'accord. Ouais. Moi j'avais une question, pour revenir un petit peu à la question qui était la première qui a été posée. Pourquoi vous êtes appelé en tant que tel Némésis ? Je laisserai le faire. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi au début. On voulait absolument une déesse européenne. On s'est dit mais laquelle ? Il y en a tellement. Est-ce qu'on va prendre une déesse nordique, une déesse celtique, romaine ou grecque ? Finalement on a choisi la déesse grecque de la vengeance. Pourquoi ? Parce que nous tout ce qu'on veut c'est rendre justice à celles qui sont victimes d'agressions, dont on n'en parle pas. Et Némésis, c'est la déesse de la vengeance et de la juste colère, du châtiment divin, très c'est le châtiment divin. Ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est pour vous le féminisme ? Alors le féminisme, il n'a pas eu vraiment la même définition selon l'époque. Alors de base c'était pour le droit de vote. Ensuite c'est passé à tout ce qui concerne libération sexuelle et compagnie. Et aujourd'hui ça se tourne plus vers, je dirais, je parle pour la troisième génération, tout ce qui dit les règles, les poils, ce dont
pour moi des sujets qui sont pas les plus importants. Qui sont anodins un peu. Qui sont complètement anodins. Secondaires. Superficiels. Et le féminisme, nous toutes, en effet, elles parlent d'harcèlement, de violence, tout ça, mais comme on a dit tout à l'heure, elles restent vagues. Elles vont pas dire qui agresse principalement et tout, sinon, de peur d'être accusées de racisme ou de je ne sais quoi. Pour moi, il n'y a rien de raciste quand on dit tout simplement, on dénonce la réalité, tout simplement. Sinon, aujourd'hui, on peut se dire féministe quand on défend nos droits, les droits que les anciennes ont acquis. C'est sûr que nous, on se dit féministe parce qu'on ne va pas renoncer à notre droit de vote. On ne va pas renoncer à notre droit de pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'accord de notre père ou de notre mari. Donc oui, dans ce cas, nous sommes féministes. Et nous, on revient vraiment à cette définition de base qui est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et nous, on l'a acquis, on considère qu'on l'a acquis, qu'on n'est pas dans une société patriarcale, contrairement à ce que l'on voudrait nous dire, mais que le problème, c'est que ces droits-là sont en fait en danger finalement, notamment par l'affluence et par la venue en masse de population issue de sociétés pour le coup très patriarcales. Et c'est là-dessus où nous, c'est pour ça, alors on dit souvent, vous êtes finalement pas féministe, vous êtes juste anti-immigration, mais non, en fait, on veut juste le maintien de nos droits en tant que femme. Et on pense, du moins, on le vit aussi. Et d'ailleurs, je pense que notre vidéo sur la mini-jupe le prouve. Ouais, qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, et que ces droits-là, en fait, sont en danger finalement aujourd'hui, et que rien ne nous prouve que dans 20 ans, finalement, on a encore les mêmes droits qu'aujourd'hui. Et moi, je veux pas, en tout cas, personne chez Némésis ne veut que nos petites filles soient voilées ou excisées, ou qu'elles dépendent de leur mari. Donc voilà un petit peu là où on se dit féministe. Nous, ce qu'on a voulu, c'est on a regardé un petit peu tout ce qui est la pyramide de Maslow des droits, lesquels sont vraiment élémentaires et lesquels sont secondaires et voire pas vraiment nécessaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les féministes dits mainstream, alors on est vraiment sur des droits, c'est même plus des droits, c'est des revendications auxquelles même des femmes lambda ne pensent même pas au quotidien. Je veux dire, se demander si s'épiler, c'est être soumise à son mari. La société patriarcale, honnêtement, je me suis jamais posé la question. Et, voilà. Par contre, se faire craindre pour sa sécurité dans la rue, là, il y a ma gazeuse qui vient de tomber justement. Ça, c'est une réalité qu'on vit tous les jours et on a vraiment voulu axer notre combat sur ce manque de cette insécurité que nous on vit au quotidien. Encore plus à Paris parce qu'il y a certains quartiers un petit peu chauds. Et on a voulu vraiment axer notre combat sur des choses essentielles, voire vitales en fait. Et c'est là où, en tout cas, nous. Alors, c'est pas une guerre entre les mouvements qui est le plus féministe que les autres. Certaines, je veux dire, il y a des mouvements comme nous toutes, même si on n'adhère pas à tout ce qu'elles disent, elles font un réel combat et elles mènent, elles font beaucoup de choses pour les femmes victimes de violences, notamment de violences conjugales. Elles ont mis en place des numéros aussi. On met en place des numéros, même pour des hommes qui sentent qu'ils vont passer le cap de la violence. Elles permettent aussi qu'il y ait des numéros d'écoute pour éviter que ça arrive. C'est des choses qui sont très bonnes et bénéfiques pour tout le monde. Enfin, je veux dire, pour la société. Le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Mais pour moi, en tout cas, elles font qu'une partie du travail. C'est encore plus rageant dans le sens où elles ont un réel impact. Elles, ce sont quand même des féministes subventionnées. C'est des féministes qui sont payées pour faire avancer la cause des femmes. Et au final, elles font une omerta sur des choses qu'on vit au quotidien. Et c'est quand même, c'est grave quoi, qu'on en arrive là. Voilà. À ce sujet, sur les violences faites aux femmes et tout, il y a une expression assez nouvelle. C'est l'expression de féminicide. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression ? On a décidé de ne pas l'adopter. Nous, on n'est pas dans une guerre des sexes. On pense que ce n'est pas en inventant des mots que le nombre de violences conjugales vont baisser. On pense que... Alors, le terme, en plus, juridiquement, il est très, très discutable quand même. Il ne peut pas passer, je veux dire, c'est impossible. Il existe déjà un terme comme ça pour dénoncer ce genre de violence et homicide aggravé, en fait, avec... parce que c'est sentimental, etc., que ça arrive dans un couple. Et voilà, alors pour ce qui est... nous on a décidé de ne pas l'adopter, de ne pas rentrer dans cette guerre des sexes. Et pour moi, ce terme en est vraiment l'illustration. Donc on n'a pas voulu l'adopter. En revanche, on trouve ça très bien qu'on en parle, qu'il y ait des sortes de comptes à rebours, entre guillemets, faits par nous toutes, par exemple, pour dire aujourd'hui, c'est la 30e femme morte sous les coups de son mari. C'est très bien, en fait, qu'on en parle. C'est très bien qu'elles aient vraiment propulsé ça encore plus sur le débat public. Maintenant, moi, j'aime pas nous, on n'aime pas très bien comment c'est fait, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans une guerre... une espèce de concurrence victimaire, un peu. Ouais, c'est ça.
Alors, Surtout que la définition de féminicide, c'est être tué parce qu'on est une femme. Mais moi, je pense pas que les hommes qui tuent leur épouse parce que ce sont des femmes. Non, c'est sentimental. C'est sentimental, c'est pour d'autres raisons. Oui, Alors, c'est vu comme le monde. Quoi. C'est vu comme le monde. Alors évidemment, un homme sera toujours plus fort qu'une femme, donc évidemment, ce sera toujours. C'est pour ça qu'il y a la grande majorité des violences conjugales, ce sont des femmes qui les subissent. C'est physique, c'est voilà. Maintenant, voilà, c'est très bien qu'on en parle, c'est très bien que des choses soient faites au quotidien. Mais de là à inventer des termes qui diviseraient encore plus que ça ne l'est aujourd'hui les hommes et les femmes, je pense que c'est une grosse erreur qui est faite en tout cas. Et est-ce que vous pensez que droite et féminisme sont conciliables? Comment vous arrivez à le faire au quotidien, à travers vos médias ou point de vue personnel? Étant donné que si la droite, veut... la droite est connue pour être contre l'immigration, mais cette immigration s'attaque aux femmes. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que la droite s'empare du féminisme, donne sa propre définition pour combattre celle de la gauche, justement. Et il existait plein de grandes féministes avant qui étaient déjà des personnalités de droite. Beaucoup surtout de femmes gaullistes. Donc au final, nous n'avons rien inventé. C'est vrai qu'on a récupéré un peu le concept, notamment celle de Marcel Devaux, qui était à la fois féministe et gaulliste, qui après la libération en 1944 avait lancé l'Action féminine, qui consistait à reconstruire la France grâce aux femmes. Donc un féminisme patriotique, ça a existé. Au final, nous n'avons rien inventé. On a juste rajouté le côté identitaire aujourd'hui parce qu'il était nécessaire, alors qu'à l'époque, la question ne se posait pas. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de notre chère secrétaire d'État à égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa? Alors, Marlène Schiappa. Alors déjà, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous on ne pense pas que c'est une cruche. Elle a dit au Grenelle contre les violences faites aux femmes récemment que toutes les personnes issues de l'immigration et ayant commis des actes à caractère sexiste ou sexuel seraient expulsées. Intox ou pas, on ne sait pas encore, on verra bien si des mesures sont prises, mais déjà, moi honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui sait la réalité, qui n'a pas forcément les moyens d'agir contre pour l'instant, mais il n'est pas improbable que dans quelques années, je pense que ce débat arrivera vite, de toute façon c'est nécessaire, elle commence pas quand même à mon avis à virer, voire même à peut-être proposer des mesures contre ça. Après Marlène Schiappa, malheureusement, faudrait qu'elle fasse plus, faudrait qu'elle fasse mieux, mais ça c'est toujours plus simple quand on n'est pas secrétaire d'État de le dire. Je pense qu'elle se trompe sur beaucoup de choses, je pense qu'elle ne choisit pas ses bons ennemis ni ses bons alliés. Nous espérons en tout cas qu'elle arrivera à mettre vraiment sur le devant de la scène ces histoires de violence conjugale, ces histoires de violence issues de l'immigration, tout ça, pour en faire quelque chose vraiment d'utile pour les femmes, quoi. Parce que pour l'instant, évidemment pendant le confinement il y a eu des choses mises en place, parce que c'est vrai que les violences ont énormément augmenté de façon exponentielle, les violences conjugales, intrafamiliales. Il y a des choses qui ont été mises en place, c'est très bien. Maintenant, quand elle parle de tout ce qui est l'égalité homme-femme, par exemple, dans les différents métiers, des quotas, tout ça, nous, on ne veut pas de quotas, en fait. Je veux dire, on n'est pas limité à notre sexe, on est là pour des compétences. Et l'histoire des quotas, par exemple, on considère que c'est une très mauvaise chose, finalement. Il n'y a rien de plus sexiste, finalement, que les quotas. Elle demande des quotas uniquement en ce qui concerne les hauts postes, ministre, maire, ou chef d'entreprise, PDG. Par contre, on ne les entend pas... pour les éboueurs ou dans les métiers chez les ouvriers. Là, par contre, elles ne parlent pas de quotas. Ils sont majoritairement masculins aussi. D'autant plus que, il se peut aussi que pas mal de femmes, en fait, peut-être sacrifient une carrière pour leurs enfants parce qu'elles ne se sentent pas prêtes ou parce qu'elles ne se sentent pas encouragées à le faire. Peut-être qu'il faudrait plus les encourager, leur dire qu'elles sont capables, mettre des moyens peut-être. Mais des histoires de quotas, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux de choisir quelqu'un en fonction de son sexe. C'est même une insulte parce qu'être une femme n'est pas une compétence. Non. Donc... Voilà, donc Marlène Schiappa, affaire à suivre. Nous, on a un peu d'espoir quand même en elle. On n'est pas naïve, mais on espère en tout cas peut-être qu'il y ait un réveil, qui sait. Et puis qu'elle se centre sur des sujets déjà qu'elle maîtrise, ce serait bien, et sur lesquels qui seraient vraiment utiles aux femmes. En fait, ça, ce serait l'idéal. Est-ce que vous êtes favorable à tout ce qui est remboursement des serviettes hygiéniques, ce genre de choses, ou vous trouvez que c'est quelque chose qui est ridicule, qui est contre-productif? Alors, moi je trouve que on trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'en effet, on ne peut pas adapter la sécurité sociale à chaque problème de chacun.
Maintenant, il faut pas non plus exagérer, ça ne nous coûte pas non plus à l'année des sommes phénoménales, contrairement à ce qu'on nous dit. Moi, je pense que ce qui serait plus intelligent, en tout cas pour l'instant, plutôt que de rembourser des serviettes hygiéniques de mauvaise qualité, serait peut-être d'en proposer déjà des bonnes pour les femmes c'est-à-dire qui font pas pour les femmes SDF. Et pas que, et qui font pas d'infection, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les tampons, la cup, les serviettes hygiéniques, la cup. Qui au final, parce que c'était des sociétés hyper industrielles, des grosses sociétés qui proposaient ça avec des gros lobbies, et ben on acceptait finalement de mettre des produits mauvais pour le corps des femmes dans des protections, et ça c'est quand même grave qu'on en vienne là. Donc plutôt que de les rembourser, il faudrait déjà d'abord en proposer qui sont sains pour les femmes et arrêter peut-être de se plier, d'être à genoux devant les grandes industries à ce niveau-là, et peut-être favoriser le Made in France, favoriser des choses peut-être un peu plus, voilà. Et le remboursement, je ne sais pas. Et laisser en priorité les femmes SDF. Voilà, je pense qu'au lieu de mettre des distributeurs de serviettes hygiéniques dans les facs, moi je pense que c'est mieux de donner les femmes SDF. Aujourd'hui, on entend même que pour les personnes trans, ce sera... je pense pas qu'aujourd'hui, ce soit plus la priorité de mettre à la Sorbonne ou à ça, c'est des protections hygiéniques. C'est assez insultant presque, et du coup, voilà. D'accord. On n'est pas... Qu'est-ce que vous pensez des slogans féministes actuels qui lancent des trucs comme Men are trash, ou après il y a d'autres, ce qu'on appelle la convergence des luttes, quand elles font des marches pour le climat par exemple, où il y a des slogans assez sexualisants que personnellement je juge dégradants pour la femme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est non seulement dégradant pour la femme, mais c'est aussi beaucoup de misandrie en fait. C'est très anti-homme en fait. Donc c'est grave d'en arriver là. En fait, le gros problème du féminisme actuel, c'est qu'il est intersectionnel, il veut toucher partout. Intersectionnalité, ça veut dire qu'en fait, par exemple, une femme lesbienne, et il y aura d'un côté le côté LGBT et d'un côté le côté féministe en fait. Donc c'est ça tout le temps. Sauf qu'on peut pas être partout, sauf que on peut pas dire par exemple je suis pour la liberté sexuelle des femmes et à côté faire venir des personnes qui demandent à ce qu'elles se voilent. Il y a plein de choses où l'intersectionnalité ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au slogan très cru qu'on peut voir, c'est dégradant, c'est vulgaire, et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre clito dans chaque phrase pour faire avancer la cause des femmes. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de pseudo-féministes aujourd'hui, c'est une masse de jeunes femmes très jeunes, en fait, des lycéennes, des jeunes étudiantes, qui sont pas mal embrigadées là-dedans, qui se disent plus j'aurai un langage cru, plus je serai reconnue. Je sais pas, il y a une sorte de rivalité dans les slogans, j'ai l'impression. Des fois, elles oublient qu'elles ont un père. Par exemple, quand je vois une pancarte à une manif qui dit il faut couper les couilles à tous les hommes, je dis mais est-ce que cette fille qui porte cette pancarte a un père ? Ou encule-moi plutôt que le climat. Enfin, on a quand même vu ça. C'est quand même assez grave de voir ça par les jeunes filles à peine majeures. C'est dégradant, et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, être féministe, c'est être vulgaire, c'est parler crûment, c'est exhiber un tas de choses qu'on n'a pas forcément envie d'exhiber. En tout cas, quand les hommes font des manifestations. Alors, il n'y a pas encore de manif mascu, mais j'espère que ça n'arrivera pas non plus. Mais je veux dire, qu'à un moment, on voit des mots comme ça, même sur leur pancarte. Et on dirait que c'est vraiment de dépasser les hommes, parce que c'est un côté un peu masculin, en fait, de se comporter comme ça, d'avoir un langage très cru, très rentre-dedans et tout. De dépasser les hommes pour encore plus revendiquer qu'on est leur égal, voire leur supérieur. Et je pense que c'est malsain, en tout cas ça me met très mal à l'aise de voir ce genre de pancarte, même pour moi, pour mon intimité, je trouve que je pense que beaucoup de femmes le pensent, je veux dire, c'est pas comme ça que je me sens représentée en tout cas, avec une pancarte avec un clito. Pour moi il y a un peu une contradiction, c'est-à-dire qu'elles veulent soit atteindre l'égalité, soit dépasser les hommes, mais c'est beaucoup en les imitant. Mais en fait c'est même en les dépassant presque, c'est de faire toujours plus. Et c'est là où je pense qu'en fait elles se sont fait totalement piéger, les féministes actuelles, dans ce côté, on est dans une société ultra capitaliste où en fait on essaye de faire en sorte aussi que les femmes ressemblent plus aux hommes, parce que plus de travail, parce qu'elles pourront travailler, produire, baisser consommer. aussi les salaires, les tendent vers la baisse aussi. C'est ça, tout à fait. Et en fait c'est dommage. Pourquoi ressembler aux hommes à ce point-là ? Pourquoi ne pas accepter qu'on a des différences ?
Même, je veux dire, c'est même psychique, enfin, et psychologique et naturel, en fait. Je veux dire, on a Donc, il y a une toujours, c'est comme forme, ça. pour vous, les hommes et les femmes ne sont pas nécessairement égaux, ils sont complémentaires en fait. Ils sont complémentaires et on pense en tout cas qu'il faut à tout prix maintenir cette complémentarité. Ça fait des siècles que ça dure, donc faut pas Nous sommes égaux en droit, mais complémentaires en tout ce qui concerne la biologie et tout. Bien sûr. D'accord. Et pas que, en fait, parce que quand on voit voilà, ces jeunes femmes avoir ce genre de comportement, oui, on peut coucher avec n'importe qui, n'importe quand, ça n'aura aucun impact sur nous, c'est faux. Aucune femme, enfin, c'est impossible, aucune femme réellement couche avec un garçon sans sentiment ou sans chercher quelque chose ailleurs, ou alors c'est qu'elle a été tellement habituée à faire que quand elle a été habituée à le faire régulièrement, peut-être qu'au bout d'un moment elle devient insensible. Mais ça ne vient pas naturellement, il n'y a pas les mêmes pulsions, il n'y a pas ce genre de choses. Donc moi je pense qu'en tout cas c'est une grosse farce que de nous faire croire qu'on pourra en tout cas avoir le même comportement que les hommes un jour, c'est pas vrai. Ne serait-ce qu'au niveau des hormones, il y a plein de choses qui jouent. Et ne serait-ce alors sur la violence par exemple, ça aussi est important parce qu'on a l'impression aussi que parfois beaucoup de femmes se masculinisent aussi à ce niveau-là. Quelqu'un de violente, des termes crus, voilà. Je dis pas qu'il faut être des princesses, mais au bout d'un moment il faut aussi avoir une décence, hommes comme femmes d'ailleurs. Bien sûr. Et par exemple, elles sont violentes. On a entendu il n'y a pas très longtemps que physiquement, une femme vaut autant qu'un homme. C'est faux. Enfin, sur Combini, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. C'est pas vrai, ce sera jamais vrai. Et mettez par exemple un homme, une prise de masse par exemple, qui prend de la testostérone, un homme naturellement est plus violent, est plus agacé, et plus voilà. Et c'est naturel parce que forcément ça fait monter son taux. Et très naturellement, il a des réflexes encore plus surmasculins en fait finalement. Donc preuve que la testostérone a quand même un impact sur le corps des hommes que les femmes n'ont pas. Et preuve que même naturellement, physiquement, on ne sera jamais pareil. La preuve dans les compétitions où maintenant on accepte de plus en plus de trans, peu importe le sport, dans les combats où il y aura une femme, on va dire naturelle, cisgenre, pour reprendre le terme de la gauche, et un homme trans, un homme qui devient une femme, et bien c'est toujours le trans va toujours battre la femme naturelle, on va dire. Oui. Parce que le taux d'hormones ne sont pas du tout les mêmes. Parce que même si le trans diminue son taux de testostérone, ça reste quand même largement supérieur à celle d'une femme naturelle. Son métabolisme est toujours apte à avoir un taux de testostérone. Ça peut être très dangereux quand on voit surtout les combats de MMA, c'est vraiment très les dangereux. sports de combat, c'est très dangereux. Ça se remarque aussi du côté féminin. Il y a justement des athlètes féminines qui, elles, sont obligées de s'injecter. Bon, ça c'est pas trop connu, parce qu'il y a le monde du dopage qui est assez tabou dans le monde du sport de haut niveau, mais qui, elles, sont obligées de s'injecter des hormones mâles, donc testostérone, pour augmenter leur performance athlétique, physique, de compétition. Tout à fait. Et preuve que, ne serait-ce que biologiquement, on n'est pas pareil. Et tant mieux d'ailleurs, je veux dire, c'est comme ça. Et ça impacte forcément les comportements sociétaux en fait, qui en découlent. Mais de nous dire qu'on sera un jour l'égal naturellement dans le comportement, etc., mais c'est pas possible, c'est impossible. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes qui essayent en souffrent plus qu'autre chose finalement. Parce qu'elles sont contre leur nature. Vous trouvez que c'est contradictoire d'une certaine façon que le féminisme de gauche qui se bat pour la différence veut effacer la différence entre les hommes et les femmes? C'est contradictoire et pas tant que ça finalement parce qu'en fait les différences qu'elle prône c'est pas forcément des différences entre hommes et femmes, c'est des différences d'orientation sexuelle, c'est des différences de religion, de culture, etc. C'est plus sur ça qu'elles vont se baser, plus que sur les différences liées à l'hétérosexualité en fait. Là par contre pour elle il n'y a plus de différence. Mais par contre quand il s'agit de personnes issues de la communauté LGBT, là on accepte les différences. Alors, on ne parle pas tout à fait de les mêmes choses, parce que là, on parle de LGBT, tout ça, c'est plus social, sociétal, culturel. Les différences physiques, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. En revanche, je pense que, en fait, c'est dans la continuité de leur effondrement, si je puis dire, parce que, pour l'instant, elle monte, mais un jour, ça ne pourra pas continuer comme ça. Supprimer comme ça toutes les différences et à côté, faire la promotion, par exemple, en tout cas défendre le port du voile, c'est total, ça ne marchera jamais. Allez voir des musulmans, eux parlez-leur de la différence homme-femme et du fait que ça n'existe pas, 2 minutes, je pense que vous serez vite bloqués dans vos contradictions. Et c'est là où on se rend compte qu'elle prône une idéologie qui vient souvent des États-Unis d'ailleurs, la théorie du genre, ça vient de là-bas, de destruction.
Mais elles vont se heurter en fait à des sociétés très traditionnelles, très patriarcales et qui alors là ne verront absolument pas de quoi elles parlent. Donc voilà, mettre tout ça dans un combat déjà c'est impossible. D'accord. Et si on se centre que sur leur combat de dégommer les différences, c'est pas possible non plus pour ce qu'on expliquait tout à l'heure, puisqu'il y a pas, enfin il y a des différences naturelles biologiques qui impactent le comportement. Donc, Est-ce que votre combat féministe est plutôt accepté à droite? Alors au début, quand on venait à peine lancer Némésis, les gens ne comprenaient pas trop, en disant mais qu'est-ce qu'elles vont faire, on ne comprend pas. Et c'est vrai que c'est après la manif de novembre que là en fait beaucoup de mouvements à droite ont compris notre combat et nous ont soutenus. ouais, au début ça a été dur, parce que c'est les milieux de droite. Alors nous on a essayé de comment dirais-je, de s'ouvrir au maximum, on ne se met pas d'étiquette. On accepte tout le monde chez nous. Même les filles de gauche, si elles veulent venir. Ouais, mais reste pas longtemps. De gauche surtout. Mais Oui, reste chez nous. d'accord, oui. Et au début ça a été compliqué parce que voilà, les gens disaient féministe, c'est pas possible. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'osaient pas. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui se réapproprier ce terme-là. Ne plus hésiter aux jeunes femmes qui militent à gauche à droite de se dire féministes aussi. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais entendu des femmes se plaindre d'avoir leur compte en banque ou de travailler. Enfin, moi j'en ai jamais vu, et d'ailleurs celles qui militent aujourd'hui ne pourraient pas militer s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu des féministes à l'époque. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se réapproprier ce terme. On dirait que c'est un gros mot aujourd'hui. Et c'est dommage en fait, parce que plus tard, en tout cas, on sera bien content de pouvoir maintenir ces droits-là, hommes comme femmes. Et je pense que voilà, il faut se le réapproprier, montrer que nous, on est le vrai féministe, qu'en face, c'est une farce, et que c'est de l'extrême gauche, hein, tout simplement, plus que du féminisme. Sinon, elle parlerait de ce que connaissent les femmes au quotidien. Et donc voilà, maintenant, c'est bon. On a posé les bases, on s'est ancré dans le terrain, on a montré aussi qu'on en voulait, et on n'a plus de soucis par rapport à ça. J'avais vu hier dans une story que vous alliez avoir une nouvelle section en Bretagne. Ouais, comment vous répartissez un peu les sections est-ce que vous avez aussi des ouvertures avec l'étranger, peut-être d'autres collectifs dans d'autres pays proches de la France? Alors, concernant les autres pays, de base, nous nous sommes inspirés d'un mouvement féministe de droite en Allemagne qui s'appelle Lucreta. Donc, on les écrit de temps en temps, ils nous écrivent aussi. Ensuite, après la manif de novembre, on a été contactés par des féministes russes, alt-right, féministes de droite, je précise. Et il y a une Suédoise qui nous a contactés récemment, dans la quarantaine, je crois, qui demande à créer une section Némésis en Suède. Ouais. D'accord. Ouais. Et on a des partenariats qui vont arriver. Je pense qu'on fera des actions avec les Allemandes, avec les Russes. En fait, tout ce qu'on voudrait, nous, à terme, c'est qu'il y ait un vrai réveil européen. Bon, la Russie, si elle se réveille, c'est très bien aussi. Hein. Mais un vrai réveil européen, notamment avec les pays frontaliers. Déjà, en France, c'est bien si on arrive à ouvrir des sections. Là, ça commence à bien bouger. On va lancer plein de conférences partout en France l'an prochain, justement, pour promouvoir un petit peu, pour de motiver aussi les filles qui peuvent au début être un peu réticentes, ne savent pas comment faire, tout ça. De toute façon, on les accompagne toujours au début. Et puis, dans l'idée, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vraiment s'étendre dans l'Europe. On verra si on y arrive ou pas. S'il y a des filles, par exemple, qui veulent vous contacter tout de suite maintenant, comment elles font? Sur nos réseaux sociaux, il faut nous contacter Adresse mail ou réseaux sociaux. Ouais. D'accord, ok. collectif.nemesis@outlook.fr. D'accord, ok. Vous avez un peu évoqué vos différentes actions, vos peut-être futures actions dans d'autres pays. Quelle était votre première action à chacune de vous deux Après chaque action, c'est ça? Non, votre première action. La première action du collectif. Du collectif. En Peut-être la C'était novembre. première la action manif de féministe. novembre, c'est ça? C'était la manif Nous Toutes, en novembre. D'accord. Je te laisse raconter. Alors on était un petit peu stressés ce jour-là, on était en groupe, on se dit bon, comment on fait? On a préparé nos petites pancartes, donc on a couvertes de papier cadeau, on a écrit sur les papiers cadeaux des slogans gauchistes. Hein. Je pense que vous avez dû voir la vidéo de Quotidien où on nous voit enlever les papiers cadeaux et après avec les vrais slogans on était comme ça, on était dans la manif, on se dit bon, où sont les caméras? on était un petit peu paumés, mais après on les a trouvés, on s'est dit il est temps de montrer nos slogans. On a marché 10 minutes je crois dans la manif jusqu'à ce que des gens se retournent et nous voient avec les pancartes et
Bien sûr, les insultes classiques, hein, sale facho, hein, les filles du Front National n'ont pas le droit d'être ici, plein de trucs comme ça. Pour moi, j'ai même entendu oh, il y a une typée chez les fachos. Enfin, c'est incroyable. On lui a quand même dit, mais vous êtes moins française que moi. Une dame de 50 ans qui lui a dit ça. Alors que Elena, avec sa pancarte. C'est moyennement inclusif, ça. C'est pas très. C'était limite. Alors que c'est une dame de gauche. C'est un peu limite. Ouais, donc on est inclusif jusqu'à ce qu'on dépasse nos propres valeurs. C'est ça. Dès qu'il y a un message qui tient pas, qui plaît pas, en tout cas. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez reçu des agressions physiques ou même. Après, en ligne, ça peut être des menaces ou de simples insultes. Ça, j'imagine que. Moi, personnellement, pas de menaces, pas d'insultes. D'accord. Moi, je suis en amour avec les antifas en ce moment. On a fait une conférence à Marseille, il y en avait 8 à m'attendre à la sortie de la gare. On m'a jamais fait ça, j'étais super contente. C'était agressant, ça. Ouais, c'était agressant. Donc oui, il y a des petits accrochages comme ça, après on fait attention, mais on leur porte pas beaucoup d'importance, tant qu'on finit pas défiguré. Ouais. Mais voilà, on fait quand même attention, et puis honnêtement, pour eux, pour nous, ils sont rien. D'accord. Voilà, on n'existe pas pour eux, contrairement à eux. Et non, pendant les manifs, il y a eu quand même des petits accrochages aussi. La première manif, c'était plus des boomeuses de 50 ans, donc c'était plus drôle que quelque chose, c'était pas violent. C'était pas du tout dangereux. C'était pas dangereux, bon, c'était un peu agaçant de voir des femmes de l'âge de nos mamans se comporter comme des adolescentes. Ouais, c'est ça. Et vraiment comme des adolescentes, c'était incroyable, hystérique. Et la deuxième manif qu'on a fait le 8 mars, c'est les 2 grosses actions qu'on a faites. On a fait des plus petites, mais les 2 grosses actions, c'était le 8 mars dernier, pareil. Mais là, on est arrivé donc avec 2 grandes banderoles dans la manif contre les violences faites. Alors, c'était pour la Journée internationale des droits des femmes. Et là, par contre, on a été agressés par plutôt les cortèges, pareil, antifascistes. Il y avait des hommes dedans ? Ouais, il y avait des hommes. Ouais, qui nous ont bloqués dans un bar après, mais bon, c'est pareil, c'est le jeu, on sait à quoi s'attendre. Mais pour nous, pour eux, même si on est des femmes, nous, on a le droit de nous taper en fait. Oui, parce qu'on est des parce qu'on est droite. Donc voilà. C'est pas étonnant maintenant que ça. Voilà, je pense qu'il faut pas leur accorder trop d'importance, il faut juste garantir sa sécurité, quoi. Parce que là, voilà, on peut pas se permettre non plus d'être défiguré à cause de gamins qui cherchent un sens à leur vie, quoi. C'est un peu moche, quoi. Dans le même thème, qu'est-ce que vous pensez en général du militantisme à visage découvert ? Est-ce que vous adhérez à d'autres associations, d'autres groupes un peu du même acabit, plutôt classés à droite, qui font que le militantisme à visage découvert peut être dangereux, voire arriver jusqu'à des violences physiques potentiellement graves? Alors oui, c'est que c'est dangereux parce qu'il suffit d'être reconnu par 15 antifas dans la rue pour avoir des ennuis. Mais en même temps, comme le dit François Bousquet dans son livre Le Courage, il faut justement faire son coming out de droite. Si tout le monde le fait, ce sera une manière de se dépasser et de faire avancer nos idées, justement. Et moi, pour ma part, voilà, je suis l'une des chefs de Némésis et je suis aussi militante à la cocarde. Et voilà, je n'ai pas peur de dire que j'appartiens à ces 2 mouvements. D'accord. Et non, et en vrai, en fait, il faut passer le cap. Au début, c'est un peu difficile quand même. On a peur et puis même... et en fait, il faut s'entraîner à assumer, par exemple, devant ses collègues, peut-être pas trop, mais même... Sa famille, déjà, ça peut être difficile. Je commence à l'université, commencer à en parler. Et puis, en fait, plus on le fait, plus on se sent fort, plus on se fortifie. Et moins on a peur à la fin. C'est ce que je conseille, en tout cas, aux jeunes femmes qui hésitent, ou que ce soit nos mouvements ou pas. Et voilà, après, il faut savoir qu'il peut y avoir des conséquences très violentes, professionnellement parlant, physiquement aussi dans la rue. Bon, comme me dit Elena, plus on se montre, je pense que plus on sera fort. Il faut plus avoir peur. Enfin, il faut que la peur change de camp en fait. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui on se cache parce qu'on pense comme ça, alors qu'en plus, je veux dire, c'est une réalité ce qu'on vit. Et c'est grave en fait, c'est une double peine presque de devoir se cacher, en plus de cacher ce qu'on vit au quotidien. Surtout qu'on voit les chiffres que 70% des Français sont contre l'immigration. Il n'y a jamais eu par exemple de référendum sur ça. Et je pense que bon nombre de femmes voteraient contre en fait. Ouais, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Voilà, c'est ça. D'accord, alors là c'est une question un peu lourde. Est-ce que vous connaissez la théorie réactionnaire dite de la pente glissante ? C'est-à-dire, je vais expliquer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mouvements sociétaux, qui au départ paraissent tout à fait justes et nobles, mais qui sont voués en fait à dériver vers une radicalité. C'est-à-dire que par exemple,
dans la théorie réactionnaire, le communisme est mauvais par nature, c'est-à-dire que c'est pas ensuite une dérive, il est voué à être totalitaire, quelle que soit son application. Pareil, l'antiracisme, en réalité, si on analyse très bien déjà ce qui se fait dans les années 80, on peut très bien anticiper ensuite ce qui se passe aujourd'hui, alors que c'est 40 ans plus tard, et pourtant on en a qui essayent de différencier quand même. On pourrait faire éventuellement la même analyse avec le féminisme, c'est-à-dire que même s'il y a un siècle, ça pouvait être un combat très juste, très noble, peut-être qu'il était voué ensuite par la suite à dériver, à prendre une pente glissante vers une radicalité et sembler beaucoup moins juste, beaucoup moins noble. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je ne pense pas. Faut savoir que le féministe, à la base, est universaliste. C'est un féministe, alors, auquel nous, on ne se sent pas dedans. Pas totalement dedans, en tout cas, parce que partiellement, c'est pas nos grandes sœurs, c'est, on va dire, des cousines. Parce que c'est un féministe qui met un peu tout le monde au même niveau. Et elle va juger un homme de culture européenne pareil qu'un homme de culture musulmane, sans forcément mettre en avant la culture. Et c'est un féministe très laïque qui mettra les religions au même niveau, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où ça se radicalise, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. C'est aux États-Unis qu'il a commencé le féminisme s'est développé là-bas, le féministe universaliste. Et en fait, beaucoup de personnes de la classe pauvre et de la classe ouvrière, en fait, ne se sentaient pas représentées dans ce féminisme-là parce qu'on considérait que c'était le féminisme de la bourgeoise blanche qui, en fait, a le loisir de pouvoir travailler ou pas et qui souffrait de ne pas avoir ce loisir, en fait, de ne pas avoir le choix. Et donc, beaucoup ne se sentaient pas représentées, et notamment les personnes afro-américaines qui, de là, en fait, ont mis donc un black feminism, ont développé, en fait, un féminisme propre aux femmes africaines pour voilà, les propulser, montrer qu'en fait il y a plein de thèmes, de thématiques qu'elles vivent que la blanche bourgeoise ne vivra jamais et donc elle ne représente pas l'afro-américaine. En grosso modo c'était ça au début. Et de là en fait est né le féminisme intersectionnel en disant il faut que les droits LGBT et les droits féministes fassent en fait une lutte commune, que les droits antiracistes et les droits féministes fassent une lutte commune, etc. Les revendications se croisent en fait. Et c'est de là en fait que ça se radicalise vraiment, je crois en tout cas. Alors il y a eu la théorie du genre qui en plus là-dessus a rapporté beaucoup de choses, enfin encore fait tomber le bateau on va dire. Et c'est là je pense où ça se radicalise vraiment, parce que vraiment si on en reste un féministe dit universaliste lambda, les droits des femmes sont atteints, on n'a pas besoin de s'en inventer. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de féministes universalistes aujourd'hui, Elisabeth Badinter, voilà, ce genre de personnalité qui critique ce qui se passe actuellement. Caroline Fourest, par exemple. Caroline Fourest, oui, alors plus timidement, mais elle le fait. Après, elle, bon, je pense qu'Elisabeth Badinter a plus de carrure et plus de fond que Caroline Fourest. Mais voilà, et elle-même critique aujourd'hui ce féminisme-là en disant mais ce n'est pas du féminisme en fait, c'est une lutte antiraciste qu'on peut partager ou non, mais ce n'est pas du féminisme. Et moi je pense qu'en plus c'est très dangereux, on l'a vu plusieurs fois, l'intersectionnalité déchirer des mouvements. Je pense notamment à un collage féminicide Paris, c'est donc les collages que vous voyez dans la rue, des grandes lettres noires, où en fait elles ont accepté dans leur lutte des personnes trans, qui au final, les collages, au lieu que ce soit des collages dits féministes, c'était des collages pour les droits LGBT. Donc en fait, c'est très compliqué de faire venir deux personnes avec deux luttes qui peuvent se rejoindre mais qui sont quand même différentes dans une même cause. C'est quasi impossible. Faire venir des femmes voilées, j'utilise beaucoup ce terme parce qu'il est quand même assez frappant, qui ont une culture hyper traditionnaliste, avec vraiment la place de l'homme, la place de la femme et quelque chose aussi de très patriarcal que même nous on n'a jamais connu, j'entends, avec des femmes qui prônent la sexualité libérée et qui balancent des clitos partout. Vous doutez bien que c'est pas possible, enfin ça marchera pas. Voilà, et je pense que c'est quand même là où ça s'est vraiment radicalisé, que c'est qu'en fait pour moi l'extrême gauche s'est vraiment emparée de ce féminisme. Donc vous pensez que c'est juste vraiment une dérive et que c'était pas voué à devenir comme ça? Non. Sachant qu'à l'époque, bien sûr, il y avait des féministes dont on a parlé tout à l'heure, de Marcel Devaux. Malheureusement, ce n'est pas elle qu'on a mis sur le devant de la scène, c'est des femmes comme Simone de Beauvoir. Voilà. Malheureusement. Ça, par exemple, je pensais à ça parce que là, vous venez de me dire qu'il y avait beaucoup de concepts qui venaient des États-Unis. Ouais, mais pas que. En réalité, si on prend aussi l'origine des concepts des États-Unis, on a ce qu'on appelle la French Theory, avec des philosophes comme Deleuze, Foucault, Derrida,
On peut prendre même Simone de Beauvoir pour ce qui est du féminisme. Et elle, même si on si on considère beaucoup la théorie du genre comme étant un truc très récent, en réalité, déjà dans les années 60, elle disait on ne naît pas femme, on le devient. Ouais. Et en réalité, c'est un peu ça l'idée. Donc il y a aussi des racines françaises qui sont, je trouve, beaucoup exportées aux États-Unis. Et ensuite, c'est vrai, il y a des concepts qui sont beaucoup développés et qui ont pérennisé dans les universités américaines et qui sont ensuite revenus dans les universités françaises. Oui, tout à fait, exactement. Mais alors après, est-ce que le féministe a vocation à devenir radical ? Je ne sais pas. Nous, on est assez radical, en tout cas. Mais est-ce que c'était une voie-là avait vocation à s'effondrer, à devenir quelque chose d'un peu plus totalitaire, possible ? Maintenant, je pense que c'est aussi les différentes influences que ça a pris et voilà. Mais il y avait des choses à faire, c'est évident pour les droits des femmes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on choisit finalement ? Ne pas leur donner de droits, ne pas nous donner de droits, ne pas les maintenir, voilà. Ou voilà, prendre le risque. Et puis savoir s'arrêter quand il faut aussi, peut-être aussi. Peut-être que c'est là aussi où c'est problématique, c'est qu'on ne s'arrête pas. Et qu'on on a laissé l'extrême gauche prendre ces combats-là, parce que c'est ni plus ni moins, c'est pas du féminisme qu'aujourd'hui, je pense pas, sauf qu'à part, sauf certaines luttes contre les violences conjugales, tout ça, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, je considère qu'en tout cas, quand on voit des revendications pro-immigration dans des manifestations féministes, le climat au milieu de tout ça, on se dit, c'est quoi finalement ? Se perdre un peu. Ouais, c'est ça. C'est comme les gilets jaunes en fait. À la fin, il y avait tout et n'importe quoi aux mêmes manifestations, alors qu'à la base, c'était vraiment plutôt sur social économique, quoi. Et à la fin, c'était tout et n'importe quoi. Et puis, on retrouvait toujours les slogans qu'on retrouve à NPA, CGT, tout ça. Je me dis, bon, d'accord. C'est toujours les mêmes finalement qui gangrènent. Moi, j'avais une question, c'était aussi comment vous voyez l'homme, avec un petit h, au XXIe siècle. Est-ce que dans notre siècle, il y a une forme de féminisation des hommes, d'infantilisation ? Féminisation, sans doute. Je pense qu'on leur... Moi, je préfère le terme une perte de virilité, infantilisation, personnellement. D'accord. Pour moi, c'est plus une infantilisation de la société. Donc, le terme de on ferait un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je suis plutôt sur une féminisation des hommes. On leur dit qu'ils ont le droit de pleurer, d'être sensibles, ce qui est vrai, en fait. Mais c'est très bizarre parce que d'un côté, les femmes se masculinisent et les hommes se dévirilisent un peu parce qu'on leur fait croire que la virilité aujourd'hui, il ne faut pas l'être, etc., que c'est trop de contraintes, etc. Voilà. On brouille tout, finalement. Et je pense qu'en effet, c'est très compliqué de trouver sa place en tant qu'homme blanc, surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, en France en tout cas. Moi, je vous envie pas. Mais... Et c'est triste parce qu'au final, même nous en tant que femmes blanches, finalement, je vois, exemple typique, parfait. Quand je me suis fait agresser à Marseille à la sortie de la gare, j'avais le choix entre filer dans une boulangerie à gauche ou un kebab à droite. Je suis allée dans le kebab parce que je savais que les mecs du kebab, en fait, ils sont encore dans la confrontation. Ils savent encore se battre, en fait. Et beaucoup d'hommes blancs, malheureusement, je ne vous prends pas vous par exemple, mais je pense que la droite est encore à peu près préservée et encore. Voilà. Mais il y a beaucoup d'hommes finalement blancs aujourd'hui, il nous arriverait un truc, mais ils se bougeraient pas, en fait, ils auraient peur. Ouais. Et je pense qu'en fait, on a enlevé aux hommes ce côté confrontation, qui peut être sain parfois, pas trop, mais qui peut... ça faut être dosé, bien sûr, mais voilà, pour toujours être un petit peu dans... on négocie, etc. Et finalement, on leur enlève quelque chose qui est quand même, je crois, important, c'est le côté sécuritaire envers les femmes. Là encore, on voit que la complémentarité a explosé, on essaye de la supprimer en tout cas. C'est-à-dire que nous maintenant, dans la rue, on est plus sereine, parce que même nos hommes finalement, on n'est même plus sûr s'ils nous défendront, quoi. Et je trouve ça très compliqué, même pour nous en tant que femmes, de se retrouver aussi là-dedans, parce que c'est triste de se dire, finalement, les personnes parfois donc critiquent la culture, et c'est vers elles lesquelles on va se tourner quand il s'agit aussi de se faire protéger, quoi. Et c'est dommage de ne pas trouver un juste milieu et d'avoir supprimé aux hommes ce côté-là. Aujourd'hui, dans les clubs de Krav Maga, d'autodéfense, le nombre de femmes a explosé. Il n'y a plus que ça, quoi. Ouais. Il y a un autre problème aussi par rapport à l'homme du XXIe siècle, c'est que les féministes prônent un discours anti-galanterie. J'ai un ami à la fac, il a juste ouvert la porte à une inconnue. Cette fille qui était une gauchiste, je lui ai donné un point. Elle dit non, t'as pas le droit de faire ça, tu m'oppresses. Oui, il y a un problème, c'est que si les hommes aujourd'hui, parce que j'ai remarqué les hommes sont moins galants, c'est que tout simplement parce que là ils ont peur de ce genre de réaction. C'est ça. Genre avec un inconnu, on dit monsieur, c'est notre
théoriquement, voilà. En plus, la galanterie a été inventée en France, donc soyez français, restez galants, quoi. Le principe du gentilhomme. C'est ça, ouais, totalement. Et le gentilhomme, il sait se battre, mais il tape pas sa femme. Il respecte sa femme, il est galant. Et je veux dire, il n'y a jamais de problème par rapport à ça. Et au contraire, je trouve que c'est assez sain. Et on les a vus, d'ailleurs, c'est pas drôle, mais c'est toujours assez risible de voir, par exemple, les youtubeuses. Tatiana Ventos, par exemple, elle se fait agresser par des... Finalement, elle s'est radicalisée comme ça aussi. Laura Calu, pareil, son copain se fait frapper. Alors elle n'a pas voulu dire par qui, elle n'a pas voulu assumer du tout. Et d'ailleurs, après, elle a fait un message pour s'excuser d'avoir blessé certaines personnes issues de communauté. Mais au final, ça leur explose en pleine gueule aussi, quoi. Ouais. Et... Même l'autre, comment ça s'appelle, Antastasia, qui avait fait comprendre qu'elle s'était fait agresser par 2 Maghrébins et elle leur avait dit que globalement, même dans l'histoire, c'était eux finalement qui étaient oppressés parce que ça allait renforcer les stéréotypes sur eux. Mais dans quel pays on voit ça, c'est grave d'en arriver là quand même. Finalement, on va tout accepter de se faire violer parce que finalement les personnes en face sont oppressées. On verra, c'est très dangereux, quoi. On verra combien de dissonances cognitives. Je crois que c'est Maria Boucaja qui donne limite des permis de viol dans son livre en disant que si une femme noire est violée par un homme noir, elle ne doit pas porter plainte parce que sa communauté serait atteinte. On va jusqu'à là, quoi. Et lisez Guérilla d'Oberton parce que c'est vraiment ce qui se passe sous nos yeux, en fait. Vraiment. Comment vous voyez un peu l'avenir de la femme en Europe ? En fonction de si vos luttes malheureusement échouent ou au contraire si... c'est dur de répondre à ça. C'est un peu pessimiste. C'est dur. En fait, si on échoue, si on continue sur cette voie-là, en plus avec le mouvement des BLM, là, donc oui, ça va pas s'arranger. Moi, je pense pas qu'on échouera non plus. Je pense qu'il y a un bon sens commun. On réussit, oui, je pense que... Il y a un bon sens commun. Alors, si jamais on échoue, il faudra vite partir ou ne plus faire d'enfants pour pas qu'ils subissent ça. Ça serait triste. Ouais, puis ce serait un futur très fictif. Je sais pas, j'imagine pas trop ça comme ça. Je pense qu'un jour ça explosera. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Il y a quand même des gens qui se réveillent. On voit quand même les scores du Rassemblement National de tous les ans qui augmentent tous les jours. Parce que ce que nous montrent les médias, c'est pas forcément ce que nous montre la réalité. Il faut parler aux gens dans la rue, il faut parler. Il y a quand même un réveil. Les filles qui, par exemple, moi je prends l'exemple des femmes parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux et c'est ce qu'on défend. Elles savent très bien quel quartier elles évitent, elles savent pourquoi, elles sont pas bêtes. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a quand même un bon sens. Donc au bout d'un moment, peut-être que personne n'osera comme nous le dire sur le devant de la scène, mais un jour ça sera dans les urnes, un jour voilà. Après, même dans les médias, il y a des gens, là la semaine dernière, comme Manuel Valls, qui parlait de potentielle guerre raciale. Il y a des gens qui sont réputés comme étant très, on va dire, assimilationnistes, républicains, machin, qui se disent que là finalement peut-être que même si on met un prof très républicain devant Assa Traoré, on va pas réussir à en faire une bonne française, donc on se pose des questions. Donc effectivement, même il y a quelques années, Hollande parlait du risque de la partition. Moi j'y crois beaucoup à ça. Moi, je crois beaucoup à une potentielle préservation d'une zone très traditionnelle en Europe et à d'autres potentielles poches où on laisse, je sais pas, ce serait peut-être un califat ou un truc africain. C'est possible que ça arrive. D'ailleurs, c'est assez flagrant. Donc là, on va sortir un peu du féminisme, mais ce qui s'est passé avec les Tchétchènes et c'était les Albanais, je crois. Non, c'était les dealers maghrébins. Il s'est quand même passé le fait que c'est dans une mosquée qu'ils ont signé un accord de paix, quoi. C'est dans quel pays on voit ça ? Je veux dire, les forces de l'ordre sont à peine intervenues. Ils ont réglé ça vraiment entre eux et ils ont vraiment fait leur propre loi finalement, leur propre accord entre ethnies dans notre pays. C'est quand même grave. Il y a un remplacement d'autorité en fait. Il y a un remplacement d'autorité flagrant. Alors après voilà, nous on va pas trop découler sur ces sujets d'actualité, on va rester focus. Bien sûr. Mais pour parler de l'avenir de la femme, disons, je sais pas, dans 30-50 ans, moi je suis pas sereine du tout. Je suis pas sereine du tout pour mes enfants. Ça rend votre lutte encore plus nécessaire. Ça rend la lutte encore plus nécessaire. Il faut surtout. Alors après voilà, nous on n'est jamais désespéré. Tout désespoir en politique est une sottise absolue, disait Maurras, pour citer mais je pense que c'est vraiment... il faut rabattre ce genre de phrases aux oreilles parce que parfois on est tenté de désespérer, voilà. Mais il faut pas, parce que si tout le monde lâche, en fait, il n'y aura plus rien. Ou alors tout le monde partira. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher le pays non plus. Mais il faut être prêt. Il
faut toujours être prêt, il faut avoir en tête que l'avenir sera peut-être encore plus dur ou plus radieux, on ne sait pas. Il faut vraiment être prêt. Je pense que c'est là où, parce que souvent on me dit, mais votre combat il est inutile, vous ne serez jamais entendu, vous ne passerez jamais dans les médias mainstream, etc. Bien sûr. Mais peut-être, mais nos enfants ils seront prêts, nos filles elles seront prêtes, et c'est ce qu'on aura de plus par rapport aux autres peut-être. Donc, D'accord. Mais moi, je pense qu'un jour, vous serez invité. Je pense que, par exemple, Pascal Pro sur son... Pascal Pro, c'est sûr. Je pense C'est que possible. Sud Radio, tout d'ici ça. 1 ou 2 ans, je pense que vous pouvez passer 20 minutes Ouais. sur... C'est possible. possible. Vous avez un peu parlé de l'avenir, mais aussi pour avoir des références au passé. Vous avez des références personnelles de femmes fortes dans l'histoire française qui vous font vibrer et avancer et qui nourrissent vos pensées? Ouais, il y a Christine de Pisan. C'est D'accord. pas une française, mais voilà, elle a quand même écrit beaucoup de textes. Ces textes étaient en français. Hein. Elle s'est quand même battue pour l'instruction des femmes en Europe, leur éducation. Elle a dénoncé aussi, le sexisme dans le nom de la rose. Enfin, le sexisme dans le sens où il y avait où c'était normal, on disait par exemple qu'un homme bat sa femme, alors que non, elle disait non, ça ce n'est pas possible. Elle avait quand même 6 siècles d'avance. Elle n'est pas française, mais je l'admire beaucoup, c'est Hypatie d'Alexandrie, hein, prof de philosophie à l'école néoplatonicienne et de mathématiques aussi, et d'astronomie. Puis ensuite, elle est devenue directrice de l'école. Enfin voilà, il y a des femmes dans l'histoire qui sont exemplaires. C'est aussi une martyre du savoir, parce que bon, vous savez ce qui lui est arrivé malheureusement. Elle a été assassinée dans une église. Donc, pour moi, c'est mes références personnelles. Récemment, il y en a une qui s'est perdue, c'est Marie-France Garot. Je pense que vous avez dû voir l'actualité. J'admire beaucoup cette femme, elle avait le sens de l'État, elle avait de la poigne, c'était une dame de fer. Et je pense que la France a besoin à nouveau de femmes comme ça dans son gouvernement, et pas des femmes comme Sibeth Ndiaye. D'accord, très bien. Et puis il y a aussi, alors c'est une basique, comme tout le monde a, et c'est encore plus fort pour nous, c'est Jeanne d'Arc forcément. Qu'on n'oublie pas, qui rentre vraiment dans notre combat en plus en fait. Et moi j'ai habité à Orléans très longtemps, donc je suis intimement liée. Mais voilà, donc, et puis alors nous ce qu'on essaye aussi justement de proposer, plutôt que de faire la promotion de petites influenceuses qui parfois ne volent pas très haut, on essaie justement de promouvoir un peu notre histoire, de montrer qu'il y a des figures féminines, autres que Simone de Beauvoir, et qu'il y a eu quand même des femmes avant qui ont marqué leur époque. Il y a eu Blanche de Castille, il y en a tellement. Hubert Sinclair pour le droit de vote des femmes en France. C'est ça, Anne de Bretagne, enfin, qui ont vraiment marqué l'histoire, qui étaient des femmes de poigne, des femmes d'État, et vraiment montré voilà, qu'en fait, il faut arrêter d'imaginer que les femmes n'avaient rien avant. Bien en sûr. tant que française, Olympe de Gouges, bien sûr. Olympe de Gouges aussi. Ça, Olympe de Gouges, je trouve que c'est un petit peu un mythe qui a été fait un peu a posteriori. C'est-à-dire que c'est un peu quelqu'un qui, à l'époque, n'avait pas beaucoup d'influence et qu'on a un peu repris à l'époque pour la mettre aujourd'hui en disant regardez, c'est une femme formidable. Mais quand elle avait de l'avance, quand on regarde ses textes par rapport à aujourd'hui, elle avait beaucoup d'avance. C'est Déclaration universelle des droits des femmes, ça. Est-ce que vous avez des lectures féministes à conseiller? Oh là. Alors, Adieu Mademoiselle, de Génie Bastier. Non, d'accord. C'est pas du Simone. Non, c'est Adieu Mademoiselle, c'est sûr. Non, c'est Gabriel Cluzel pour Simone. Ah oui, ouais, il y a les deux. C'est Adieu Simone. Adieu Simone de Gabriel Cluzel. Ah ouais. Et Adieu Mademoiselle de Génie Bastier. Bon, moi quand j'aime bien le dire, il faut parfois lire les livres de l'ennemi pour mieux le combattre. Par exemple Gisèle Halimi, La cause des femmes, il faut le lire. Même Simone de Beauvoir, il faut lire pour comprendre pourquoi on en est là. D'ailleurs, le deuxième sexe. Ouais. On s'inspire aussi pour notre activisme féministe, le livre de Clit Révolution, le manuel d'activisme. Il faut quand même s'inspirer de nos ennemis, de ce qu'elles ont fait pour les combattre. C'est du militantisme en fait, donc c'est pas tout pareil. C'est sur la forme. Oui, c'est ça. Mais sur le fond, alors nous c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir tout à réécrire presque. Et non, mais en fait on apporte vraiment une autre forme de féministe, je dis ça en toute humilité, hein, mais vraiment une autre forme de féministe quand même très différente de ce qui a pu exister, un féministe identitaire, anticonformiste aussi. Alors pour tout ce qui est le travail par exemple sur l'éthique, sur la GPA,
il y en a qui ont fait le taf pour nous, on va dire. On va D'accord. les repartager, mais voilà. Ouais. Il y a quand même, voilà, ce côté-là, il n'y a pas besoin de le développer, il a déjà été très développé, etc. Pour la GPA, beaucoup Sylviane Agazinski qui a fait un gros boulot là-dessus. Ouais, très très bien. Donc voilà, en fait, il y a pas mal d'auteurs qui ont permis d'avancer de ce côté-là, mais pour un film vraiment identitaire, c'est plus compliqué. De vraiment lier les femmes à ça, de l'intérêt des femmes, des droits des femmes, etc. Là, en fait, on n'a pas de référence, c'est ça qui est compliqué. Alors, on a les universalistes qui ont un petit peu apporté quand même, mais nous, on apporte encore autre chose, donc on va écrire un livre. On va finir par On être ira avec obligé. plaisir en tout cas. Est-ce que vous avez peut-être un message à transmettre à des jeunes filles qui vous regardent, peut-être plus jeunes, qui sont un petit peu seules, on va dire? Ouais. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls à penser comme ça en France. Je le rappelle, 70% des Français sont contre l'immigration. Le RN a eu 11 millions de voix aux dernières élections présidentielles. Donc vous n'êtes pas seul. Alors, je sais que peut-être dans votre classe, vous êtes la seule à penser comme ça, ou même dans votre école, mais n'ayez pas peur d'affirmer vos idées, n'ayez pas peur de nous rejoindre aussi. Et au-delà des considérations un peu plus politiques que tu citais, Elena, il y a aussi le côté vous avez le droit d'aimer des hommes virils, c'est pas interdit encore. Exactement. C'est normal, c'est assez sain. Vous avez le droit de penser que la galanterie est encore une bonne chose en France. Exactement. Et voilà, vous n'êtes pas toute seule. On est, je pense, beaucoup plus qu'on ne veut bien le dire à penser comme ça. Et il ne faut pas hésiter à nous rejoindre ou nous poser des questions. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Merci d'être venu. Merci à vous, c'est très gentil. Merci. C'est très gentil.